brutalités policières, les enfermements, etc. C'était tout à fait clair. Je veux dire, c'était pas la censure. C'était au contraire expliquer clairement les misères que pouvait faire la police à des gens qui revendiquaient, de façon à faire peur aux autres. Et ça m'avait frappé d'autant plus que c'était dans des journaux, par exemple tendance listiquoise, c'est-à-dire des gens un peu éclairés, je veux dire, pas des méchants colonialistes, et qui se comportaient tout à fait comme ça. C'est pour ça qu'ici nous avons le silence, ou la censure, mais au Maroc, c'est pas l'impression que j'ai eu, je suis pas allé dans le RIF, je sais pas, mais les journaux français que je pourrais lire, hein, c'est ça que je ressentais, que je trouvais surprenant. Voilà. Merci. Une autre question? Ouais, moi je voudrais demander si... Approchez pour les micros. Ah, il y a le fil là, il n'y a pas de problème. Elisabeth. Je n'ai pas trop besoin de micro. On entend? Oui, s'il y avait des rapports et des luttes communes entre tous les berbères du Maroc, et combien étaient les berbères par rapport aux autres populations? 45%. On va prendre une autre question peut-être encore, et après Kassem sera plus à même de répondre que moi. Et aussi un peu. Ah, encore. Peut-être aussi la superficie du Rif et tout ça. De quelle région on parle quand on parle du Rif en grandeur et en géographie. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez évoqué le pourquoi de l'acharnement du royaume chérifien contre le Rif. Il faut rappeler quand même, c'est une des régions berbérophones qui a, depuis son existence, on connaît la réaction des Berbères par rapport à la répression ou au non-respect de leur liberté, de leur indépendance et de leur aussi la laïcité. Et tout ça est contraire aux valeurs que le royaume chérifien défend. Donc il y a cette question identitaire, et c'est pas seulement au Maroc, mais dans toute la Numidie, dans toute l'Afrique du Nord, comme vous l'avez rappelé. Et vous avez émis le souhait qu'en France, qu'on organise quelque chose pour venir en aide à ces populations réprimées depuis très, très longtemps. Donc on sait bien la position de la France officielle qui est constante depuis la guerre du Rif, parce que si les Rifins sont vaincus pendant la guerre du Rif, c'était grâce au soutien considérable de la France. Parce qu'à l'époque, c'était les républicains, c'est le front républicain qui gouvernait en France. Et pour la société civile ou pour les partis politiques, c'est pas aussi évident. Là, je mets en garde mes frères réfins, comme je suis kabyle, on a le même combat. Il faut se rappeler aussi la position de la gauche à l'époque. La gauche à l'époque n'était pas aux côtés des réfins, comme vous le dites. Parce que, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'Étoile nord-africaine, créée en 1926 par la majorité des Berbères, qui est au départ une organisation qui défendait les droits des ouvriers de l'Afrique du Nord, qui est après ensuite devenu l'Étoile nord-africaine, un parti politique. Donc, à l'époque, quand on a voulu créer les brigades internationales pour soutenir
les républicains espagnols, l'étoile nord-africain refusait d'engager les militants berbères dans un combat qui ne les concernait pas. Et du coup, la réaction des partis de gauche, c'était de soutenir le gouvernement français pour arrêter cette organisation nord-africaine. Donc, arrêtez de dire que la gauche française a soutenu les réformes. Donc, ce que je demande aux amis réformes, c'est de faire attention à ce que le mouvement soit récupéré. Parce qu'il a été récupéré déjà à cette époque. On peut passer la parole à quelqu'un d'autre, sauf si vous n'avez pas terminé. C'est plutôt des questions qu'on demandait au départ. Oui. Oui. Non, mais c'est des questions, mais il faut apporter des précisions aussi. Il ne faut pas dire n'importe quoi. On est d'accord avec vous, il ne faut pas dire n'importe quoi, on va y venir. Voilà. Laissez un peu de temps pour la réponse, pensez-y. Oui, bien sûr. Et je reviendrai après. C'est derrière. Est-ce que la région du Rif est vraiment sous-équipée par rapport à d'autres régions rurales du Maroc? Sous-équipée en termes de routes, d'hôpitaux, d'écoles, tout ça? Je vais répondre d'abord à l'intervention de monsieur. J'ai parlé de la guerre du Rif. Je n'ai pas parlé de toutes les guerres coloniales. D'accord? Je n'ai pas parlé non plus de toutes les organisations issues des colonies françaises. J'ai parlé de la guerre du Rif. La guerre du Rif a été soutenue par la CGTU et le Parti communiste français. C'est un fait d'histoire. Vous êtes contre? Mais regardez... Non, laissez-moi... Vous savez parler, vous permettez? Peut-être la CGT, mais le Parti communiste français... Laissez-moi finir. J'ai ici un document qui a été édité par l'Institut d'histoire sociale de la CGT, où vous avez tous les détails, les photos, les machins, les trucs. Non, laissez-moi finir. Je ne parle pas de l'étoile nord-africaine, c'est un autre problème. C'est très lié. Peut-être, mais c'est un autre problème. L'étoile nord-africaine, c'est autre chose. Si on veut parler de l'attitude du Front populaire vis-à-vis de la question de l'indépendance des colonies, on peut en discuter, mais c'est un autre sujet. Je ne le ferai pas maintenant, passer à un autre sujet. J'ai bien précisé que l'attitude vis-à-vis de la guerre du Rif, du mouvement ouvrier français, a été très différente, pour ne pas dire extrêmement différente, de ce qui s'est passé dans d'autres situations. Donc, je ferme cette parenthèse parce que c'est un point dont on pourra débattre tout à l'heure, mais on ne va pas prendre toute la réunion là-dessus. En ce qui concerne la partie géographie, population, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? J'ai pas de crayon pour avoir noté les questions. Il y a eu une autre question qui est importante. Il y a une union des luttes entre tous les berbères. Ah voilà, là c'est plus Kassem. Donc je passe la parole à Kassem. Donc il y a la question de l'union des luttes, il y a la question de la géographie, de la population, de l'équipement aussi. Absolument. Il y a le jeune homme qui veut poser une question. Non mais après. Comme je l'ai dit, pour un deuxième temps. Ok, merci à Robert. Je vais juste apporter une deuxième réponse, enfin, ou ma part de réponse à monsieur, pour la mise en garde. Beaucoup de gens, si vous voulez, depuis qu'on est sorti à Montpellier, pour soutenir ces jeunes, ce mouvement populaire dans le Rif, beaucoup de gens, soit publiquement, soit à titre privé, nous mettent en garde. Ils viennent pour nous mettre en garde, pour nous dire, attention, il ne faut pas marcher avec un tel, faites attention, il ne faut pas faire ceci, faites attention, il ne faut pas faire confiance à un tel, faites attention à ceci, faites attention à cela. Nous, on dit à tout le monde, c'est bien gentil, c'est sincèrement, c'est très bien, mais nous, ce qu'on attend, avant tout, de tout le monde, quel qu'il soit, c'est un soutien.
c'est un soutien sincère, c'est une présence, c'est d'apporter quelque chose avec nous. C'est venez, soyez présents, apportez quelque chose. On n'a pas besoin d'être mis en garde, de faire attention à ce qu'on soit récupéré. Vous voulez récupérer quoi? Vous savez, nous, on est des citoyens. Des citoyens français, il ne faut pas l'oublier. Vous voulez récupérer quoi? Des citoyens français qui soutiennent un mouvement noble et juste, comme on disait tout à l'heure, des gens. On parle, n'oubliez jamais, on parle de gens. Nous, on soutient quoi? On ne soutient pas un parti politique ou une cause. C'est pour ça qu'on parle de l'histoire du RIF, pour expliquer aux gens. On soutient un peuple, on soutient des êtres humains qui veulent, ne l'oublier jamais, un hôpital pour traiter le cancer. Est-ce que faut essayer de se mettre à la place des gens? Nous, en tant que RIFAins d'origine, c'est-à-dire on a 4 à 5 fois plus de cancer. On voit nos familles mourir de cancer. Moi qui vous parle, comme j'ai déjà témoigné, j'ai déjà vu par exemple mon oncle, que j'aimais, peut-être c'était mon préféré, parce que c'était quelqu'un que tout petit, on avait une relation peut-être spéciale, où ça arrive que des fois quand on est enfant, on est plus marqué par certains adultes que d'autres. Donc pour moi, c'était le petit frère à ma maman, c'était pour moi la meilleure personne au monde. Et cette personne-là, je l'ai vue de mes propres yeux mourir à petit feu à cause d'un cancer dans le Rif, dans les montagnes du Rif, à la maison, pendant des mois et des mois. Et je l'ai vu s'éteindre. Toute la famille d'ailleurs l'a vu s'éteindre. Le problème, c'est pas mon oncle, c'est pas seulement mon oncle. C'est des milliers de gens. C'est des milliers de gens. Alors nous, quand on sort à Montpellier en tant que RIFAins pour soutenir ces gens-là, n'ayez pas de crainte pour nous. Nous, on ne peut pas être récupérés. Et on n'a rien à perdre. Nous, c'est une question d'honneur. C'est une question de fierté. C'est une question d'humanité. Ça ne nous concerne pas seulement à nous. Ça ne concerne pas seulement les gens qui sont actuellement dans les prisons. C'est pour ça qu'on revient toujours à l'histoire. Ça concerne des millions de gens. Ça concerne des milliers de gens qui meurent dans la mer Méditerranée. Il faut bien, en tant que RIFAins d'origine, ou en tant que simplement être humain, il faut bien qu'un jour, des personnes ou quelques-uns sortent pour essayer de, ne serait-ce que dénoncer cela. On a des milliers de gens qui meurent, des milliers de jeunes qui meurent dans la mer. Alors on fait quoi? On se met en garde contre un tel parce qu'il est de gauche, contre un tel parce qu'il est de ceci, contre un tel et de cela, de peur d'être récupéré. Pour qu'il récupère quoi? Pour qu'il récupère quoi? Donc il faut arrêter. Nous, ce qu'on a besoin, c'est pour ça qu'on dit, on est tous des citoyens. On veut créer quelque chose pour le RIF. On veut créer une union. En France, il n'y a pas besoin d'être RIFAin, il n'y a pas besoin d'être musulman, il n'y a pas besoin d'être juif, il n'y a pas besoin d'être athée ou ce que vous voulez, il suffit juste d'être humain. Et nous, souvent, quand on parle de frères, il faut comprendre une chose. C'est la fraternité avant tout humaine. Nous, le frère, quand on dit frère, c'est la personne qui souhaite le bien à son prochain, tout simplement. On peut tous être frères. Vous pouvez être de gauche, de machin ou de n'importe quel parti. Nous, on n'est jamais sortis, par exemple, pour rentrer dans un parti politique pour lécher les bottes à gauche ou à droite. Ça, tout le monde le sait. Je parle de notre comité de Montpellier. Il n'y en a aucun de nous qui est sorti un jour pour dire tiens, je vais aller m'incruster comme ils font certains opportunistes ici à Montpellier, dans la région, qui sont tous connus. Hein? Ils passent leur vie à faire, désolé, ils passent leur vie à faire les chiens se rabaisser. Ils sont prêts à vendre père et mère pour obtenir une place, que ce soit auprès du parti écologiste ou machin, ou je ne sais pas quel autre parti. Nous, on est un comité de citoyens, on n'est jamais sorti pour lécher les bottes à qui que ce soit, et on le fera jamais. Mais par contre, ça ne veut pas dire que demain, on ne rappellera pas à certains politiques.
ce qu'ils faisaient hier. Ce qui va changer, c'est ça. C'est que nous, on veut construire une nouvelle génération de RIFs d'origine en France, je parle. Une nouvelle génération. Ça sera une génération qui, comme on dit, qui prend ses droits, mais qui accomplit aussi ses devoirs. Tout simplement. On sera là, c'est pour ça que j'insiste, il n'y a rien à récupérer. Nous, en tant que RIFs d'origine, en même temps, on travaillera en France, je parle, pour redonner la place, par exemple, à notre langue. Le Mazirt. On veut que nos enfants apprennent d'abord, s'ils doivent apprendre une langue maternelle ou une langue de leurs parents, d'abord apprennent leur langue, le Mazirt, et non pas l'arabe. Non pas parce qu'on a quelque chose contre l'arabe, mais simplement, comme je dis toujours, c'est qu'on veut d'abord être nous-mêmes simplement, comme tout le monde. Ni plus ni moins. Donc il y a plein de choses à faire, il y a plein de travail, mais tout ça, ça reste en seconde partie. Ce qui nous intéresse à nous, en premier, c'est l'urgence. C'est les êtres humains qui sont dans les prisons. C'est les enfants, comme on disait tout à l'heure. On parle de gens torturés et des gens emprisonnés, justement, des jeunes qui prennent 20 ans de prison. Mais tout ça, n'oubliez jamais, c'est pour un hôpital et pour des écoles. Désolé d'avoir été aussi lent. Mais... C'est pour répondre à la population du Rif, c'est combien la surface? La surface, je crois, sans dire de bêtises, je crois que c'est à peu près 300 km², quelque chose comme 300 km², et c'est au nord du... Hein? Plus. Non. Non, 300, je crois, 300... C'est toute la bande côtière de la Méditerranée, quasiment. Après, vous savez, comme on disait tout à l'heure, nous, on n'est pas des... Nous, on est avant tout ici des citoyens comme vous. C'est-à-dire, on connaît certaines choses, comme j'ai dit tout à l'heure au départ. C'est soit par rapport à l'histoire, soit c'est nos parents directement, on est directement concernés, on est né là-dedans, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'on est spécialiste de ceci ou cela. Moi, par exemple, je suis arrivé en France tout petit, et toute ma vie, elle a été en France. Mon pays, c'est la France, et ça sera la France jusqu'à la fin. Mes parents, ils ont vécu en France, mes enfants, ils naissent en France, c'est pareil, donc... Il n'y a rien qui change, à part peut-être le nom ou la couleur des fois de peau, machin, mais pour moi c'est ça. Mais, moi je parle d'abord en tant que citoyen français. Après que ça plaise à certains ou certains qui préfèrent toujours le caser là, machin, moi je me considère, j'ai le droit de me considérer tel que je suis. C'est ici que je vis, mes concitoyens qui me respectent c'est ici, mes droits c'est ici, je vois pas pourquoi je dirais demain, tiens, moi je suis plus souci au sol. Non, quand on parle du RIF, on parle de moi personnellement, je parle de la langue, d'origine, de l'histoire, c'est normal. Je n'ai pas ma référence, ce sera jamais l'histoire d'un tel qui dit voilà, tel sultan ou tel roi, on l'a vu sur la Lune par exemple. Moi je ne peux pas croire à ça, je suis désolé. Moi je me reconnais quand on parle d'un Abdelkrim Khattabi, ouais, c'est un RIFien, comme tout le monde, tout simplement. Il y avait, sur la question de l'infrastructure, on peut rajouter à ce que disait Kassem, effectivement c'est sous-équipé. C'est très net. Une anecdote, il y a quelques mois, je ne sais plus, 3 mois, 4 mois, le roi du Maroc a destitué toute une série de ministres. 4 ministres, je crois, plus un secrétaire de je ne sais plus quoi, enfin 4-5 très responsables politiques gouvernementaux. Hein. Il les a destitués pourquoi? Parce qu'il y avait toute une série de projets qui devaient être menés à terme dans le RIF, pour le développement du RIF. Aucun de ces projets n'a été réalisé. Aucun. Et, miracle, le pognon a disparu. Où est passé le budget de ces projets? On ne les trouve plus. Ou alors drôlement écornés. Donc ils ont été destitués. En bonne logique, le roi, en les destituant, reconnaît la responsabilité de l'État. Il aurait donc dû libérer les prisonniers et s'excuser.
Mais il ne l'a pas fait. Il a destitué les escrocs, bon, parce qu'ils font partie de sa bande, hein. C'est la plus grosse fortune du Maroc. Hein. D'après certains, il possède 75% des entreprises marocaines. Bon, je ne sais pas le chiffre, s'il est juste ou pas, mais ça donne une idée. Eh bien, il a destitué ses gouvernements, mais il a laissé les militants qui protestaient contre ces escrocs, il les a laissés en prison. Il y a une question qui a été posée, je ne me rappelle plus à quel sujet, je saute à autre chose. Je voudrais dire qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, moi, dans les témoignages qui ont été donnés par les copains qui sont allés là-bas. Par exemple, Mohamed et puis Kassem et d'autres encore, les informations qu'ils nous ont données. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Un des leaders qui s'appelle Nasser Sefsafi, qui est en prison, qui est en procès. Vous savez, une des raisons pour lesquelles il a été mis en tôle, ben, il est rentré dans une mosquée et il a dit à l'imam qu'il fallait qu'il choisisse ou il fait un prêche religieux ou il fait un prêche politique, mais à ne pas mélanger les deux. Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que s'il y a bien un problème qui entrave la lutte dans les pays arabes, c'est cette confusion entre politique et religion, à mon avis. Hein. Et là, vraiment, j'ai trouvé ça formidable. Autre chose aussi qui a choqué les bien-pensants du régime marocain, c'est qu'au lieu de crier « Vive le roi », ils ont crié dans les manifestations « Vive le peuple ». Il est interdit de crier « Vive le peuple ». « Ash al-Sha'b » en arabe. Je ne connais pas la musique, je suis désolé. « Ash al-Sha'b » en arabe. Mais il ne faut pas dire « Ash al-Sha'b ». C'est « Vive le roi » qu'il faut dire, pas « Vive le peuple ». Donc là, il y a une espèce de désacralisation du roi qui est inacceptable. Vous voyez, c'est sans ces évolutions-là qui sont très intéressantes parce que c'est toute l'idéologie qui est questionnée quoi, à travers ça. En plus, le roi est chef des croyants. Oui, en plus, c'est le chef des croyants. Il y a cette collusion. Mais dans beaucoup de cas, tu as le roi et les autorités générales gouvernementales, étatiques, tout ce qu'on veut, qui interviennent pour dire aux imams ce qu'ils doivent dire aux prêches du vendredi. Ça, c'est autre chose. Ouais, mais c'est le prolongement. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions, à part celle de monsieur? Mais les autres, on y a répondu ou on a oublié quelque chose? Il y a quelqu'un qui a demandé si les listes de différentes Ah oui. affaires, Il y avait une coordination. S'il y a une coordination ou une union dans les luttes, personnellement, c'est une réponse personnelle. Pour moi, non. Je ne pense pas. Parce que, encore une fois, on est dans un pays, il ne faut pas l'oublier, qui a toujours, depuis son indépendance et même avant, c'est-à-dire avant l'indépendance, pendant le colonialisme, on a toujours travaillé sur la division, on a toujours fait en sorte à ce que les gens soient complètement divisés. Après, c'est une appréciation personnelle, c'est-à-dire moi je le vois comme ça. Pour moi, c'est une question de logique. Logiquement, par exemple, si il y avait une union, s'il y avait un peuple marocain comme on le dit vraiment, c'est-à-dire un peuple comme si on doit faire une comparaison, un peuple français, par exemple, pour moi, c'est logique que ces gens-là, c'est-à-dire Rifem qui sont dans les prisons actuellement, eh bien, ils seraient automatiquement défendus par le reste de la population d'abord. C'est-à-dire nous en Europe, peut-être on n'aurait pas besoin de sortir ici, de machin, expliquer aux gens, voilà, il se passe ceci, c'est bien, c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas logique. Par exemple, en France, tel que je vois, moi, les choses, pareil, encore une fois, de mon point de vue personnel, je ne peux pas imaginer, par exemple, qu'en France, par exemple, que l'État décide, admettant, de prendre une région, par exemple l'Occitanie ou une autre région, et de faire, par exemple, des lois d'exception, de commettre de la répression, de mettre ces gens, c'est-à-dire d'une région dans la prison, de les torturer, et nous, on serait là tous à regarder. À dire, tiens, non, mais quand même, là-bas, c'est bon, c'est l'Occitanie, c'est cela. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas imaginable pour nous en France. Donc, c'est-à-dire, c'est un pays, comme je dis, qui sont construits sur la division.
Vous avez des gens aujourd'hui, voilà, pendant que les gens sont torturés, etc., il y en a plein qui disent, tiens, ben, ça aurait été mieux s'il y avait Hassan II, parce que, tiens, lui au moins il tuait plus de gens. Vous avez des gens comme ça. Après, ce qui est en commun, par contre, c'est les problèmes, c'est vrai. Il y a des fois des misères pires que dans le Rif. Il y a des endroits où les gens ils n'ont pas de route. On a beaucoup de gens, comme on le dit toujours, qui font des kilomètres pour aller chercher de l'eau, c'est-à-dire de l'eau dans un puits potable, ou enfin de l'eau potable dans un puits. On a encore des gens qui se déplacent des fois sur, c'est-à-dire sur, par exemple, un cheval ou un âne pour aller se rendre à un hôpital, je ne sais pas où. C'est ça, la vérité, elle est là. Hein. C'est pas... Maroc, c'est sûr que c'est pas le Maroc qu'on voit à la télé. Marrakech, c'est cela. Hein. Oui, il existe. Mais pour qui? Voilà, pour une certaine élite, enfin, pour un certain nombre de personnes, oui, il existe ce Maroc. Il est même beaucoup, on va dire, beaucoup mieux qu'ici. Si on doit parler de matériel, mais de l'autre côté, ben, c'est des millions de gens qui n'ont absolument rien, aucun pouvoir, qui sont respectés en rien, ni dans leur dignité, ni dans leurs droits, ni dans quoi que ce soit, tout simplement. Merci, c'était très intéressant, la dimension historique et votre témoignage. J'avais deux questions. La première concernant le statut du protectorat et la différence que ça peut avoir par rapport par exemple au statut de colonie. Et la deuxième, j'ai appris une chose, enfin, parmi tant d'autres, la diaspora en fait, du peuple du Rif, elle est présente sur plein de pays a priori en Afrique du Nord. Si vous pouviez juste approfondir parce que je ne savais pas du tout. Merci. Aussi en Europe. Surtout en Europe. Qui répondent. Parce que ça va être 2 heures. Je ne suis pas un spécialiste de la question du protectorat, mais en gros, une colonie, vous êtes supposé la posséder et ne pas en partir. Elle fait partie de ce que le colonisateur tient et détient. Et une colonie, à ce moment-là, elle reste, entre guillemets, sous sa coupe. Pour ce qui concerne le protectorat, c'est un mandat qui est donné. Un mandat qui est donné, mais ça signifie qu'il a un terme. Vous n'y êtes pas ad vitam aeternam de droit, si on peut parler de droit. Donc le protectorat a une fin, alors que la colonie, comme par exemple en Algérie, n'avait pas. S'il n'y avait pas eu la lutte armée en Algérie, la France, elle y serait encore peut-être. Donc c'est pas du tout le même processus. Vous avez d'autres endroits où il y avait le protectorat, Philippe? Non? En Tunisie. Bon, en Tunisie. Syrie? Hein? La Syrie, c'était Palestine. Oui, un mandat. Ah, vous voyez, j'ai bien fait de ne pas donner des noms, parce que pour moi, le mandat et le protectorat, ça se ressemble beaucoup. Philippe, tu peux expliquer peut-être mieux que moi, certainement. Le mandat, ça n'existait pas, ça a été créé au moment de la... Il y a le fil qui arrive. Bon, le mandat, ça n'existait pas. Et ça a été créé au moment de la conférence de la paix en 1919, qui a abouti au traité de Versailles. Alors, dans le traité de Versailles, il était prévu 3 types de mandats, selon que les pays étaient plus ou moins évolués. Donc, il y avait des pays qui ont eu un mandat. La Syrie, la Palestine, le Liban ont été un mandat. Par contre, le protectorat s'était créé bien avant, c'était au moment de la conférence de Berlin, en 1880, je ne sais plus quoi, 85. Merci beaucoup. Le protectorat sur la Tunisie, c'est 1882. Je vous donne la parole. Ah voilà, heureusement qu'il y a des spécialistes. Non, je voulais dire au jeune homme que, effectivement, pour moi, la différence essentielle entre le protectorat et la colonie, c'est que sous le régime du protectorat, par exemple au Maroc, le gouvernement national reste en place. Il y a toujours eu un roi du Maroc. Hein.
qui était, je ne me souviens plus le sultan, mais je ne me souviens plus de celui qui a précédé Mohamed V. C'était le père de Mohamed V qui a été le sultan de l'indépendance. Donc vous voyez, dans le protectorat, il y a quand même encore une sorte comment dire, d'autorité nationale. Voilà. Mais naturellement, les Français au Maroc avaient pris le contrôle d'abord de la politique extérieure du Maroc, de la police, etc. Vous voyez. Mais il y avait quand même toujours un embryon de gouvernement national, ce qui n'était pas le cas au Sénégal, dans les colonies. Voilà. Et en Tunisie, de même, on avait gardé aussi le bey de Tunis pendant le protectorat français, jusqu'à l'indépendance. Voilà. Par exemple, l'Algérie, qui était une colonie, a été découpée en 3 départements. L'Algérie, c'est encore particulier, puisque l'Algérie, on a beaucoup hésité dans le statut de l'Algérie, quand on a fait la conquête de l'Algérie, et finalement, on l'a carrément annexé à la France, c'est-à-dire qu'on a découpé l'Algérie en départements, avec des préfets, etc. Donc, c'est encore un cas particulier de la colonisation. Voilà. Puis en plus, c'était une colonie de peuplement en Algérie, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de colons français, alors qu'au Maroc, il y avait des colons français, mais enfin beaucoup moins qu'en Algérie. Voilà. Oui, pour info, le sultan de l'indépendance au Maroc, c'est celui qui est devenu Mohamed V, ensuite père de Hassan II. Il avait le titre de sultan, c'était Sidi Mohamed Ben Youssef, je crois. Oui, mais je voulais dire qu'après, celui qui a donné le Maroc à la France, c'était le sultan Abdelaziz. Et après, je crois qu'il y a eu Maurice Chérif pendant le... qui a vendu une partie avec un vélo. Alors, Kassem va répondre sur la diaspora arifaine, et après, je pense qu'il faut arrêter. Peut-être tu peux mettre simplement les images de la première et du troisième vidéo. Moi, il faut le dire. Au Maroc, au Maroc, mais la majorité des gens de l'Afrique du Nord. Parce que c'était le film qui était pas bon. Ça, c'est 58-59. Est-ce qu'on peut mettre pour juste 2 secondes pour... juste pour finir par rapport à la diaspora arifaine, elle est surtout présente en Europe. On compte à peu près 5 à 6 millions de gens, peut-être, de Rifin en Europe. Et ça correspond à peu près à la moitié du peuple Rifin, à peu près. À peu près, on a la moitié, si vous voulez, du peuple Rifin dans le Rif et l'autre moitié essentiellement en Europe. C'est peut-être même le seul peuple au monde qui a autant de gens, c'est-à-dire à l'extérieur, qu'à l'intérieur. Peut-être que c'est en... Le Liban aussi. Voilà, non mais c'est pour ça que je dis peut-être... voilà. Parce que... Est-ce que par... Ouais, je sais pas. Est-ce que la moitié des Libanais sont par admettons à l'étranger et l'autre... Plus dehors que dedans. Voilà. Les Palestiniens. Les Palestiniens, ouais, non, mais il faut savoir aussi que le RIF, nous on parle de Palestine et on soutient bien sûr tout ce qui est injuste, hein, c'est pas... Mais le problème rifin ou la cause rifin est encore plus ancienne que le... Parce que quand on parle d'armes chimiques de 1921, c'est-à-dire c'est encore plus ancien que la Palestine, il ne faut pas l'oublier non plus. Et on a aussi une grosse partie c'est un quart, ça correspond à un quart de la population, par exemple, qu'on a massacré par les armes chimiques pendant la guerre du Rif. Donc voilà, c'est ça. Et en termes financiers, on parle d'un apport de 4 à 6 milliards d'euros chaque année que la diaspora rifaine, c'est-à-dire met dans les banques marocaines. Et malgré ça, si vous voulez, malgré ça, cet argent-là n'a jamais apporté quoi que ce soit à la région. C'est-à-dire, si on devait prendre ne serait-ce qu'1% pour essayer d'investir, créer un peu de boulot ou machin,
peut-être qu'avec depuis l'indépendance, on aurait fait quelque chose. Ça apporte absolument rien. Voilà. Merci pour la question. On va regarder quelques images. Voilà. Merci. واش باغا نفهم يعني بيني وقع من 150 59 وانا ندوي غنغا التعريف نعرف غنغا مخرج تصرفني ولا اللي تحكي من داك كاري طيب الاسر نحكم في المغربي الخميس السلطه اللي زي المنفى يفاع حزب الاستقلال تقريبا ما يسكنش القنفذ شهور القاعده صدار في هادشي متعدى شكون اللي سمح لي باش تسمح لي شكون اللي سمح لي يا ولد احنا ود الله يرحم يا سيدي عبد الغني C'est un extrait d'un film que vous pouvez trouver sur Internet qui s'appelle Briser le silence, Rif. Et la troisième, la vidéo suivante, là, c'est la troisième, hein, Serge. C'est un teaser de Rif. Voilà. L'autre, malheureusement, on n'arrive pas à l'écouter, il y a un problème de son. Là, c'est pareil, ça sort de Briser le silence, mais c'est un peu plus lent. Oui, quand le père est sur le papier marqué de la résistance. Ce qui s'est passé dans le Rif, selon mon humble avis, a beaucoup de mémoire et peu d'histoire. C'est difficile de remonter aux origines de ce conflit, voire impossible. En réalité, cette époque était une époque de manœuvre, identique à ce qu'on voit actuellement dans certains pays. Il nous avait dit qu'il voulait faire un coup d'État contre le roi, et les gens montaient à la montagne tout en criant « Vive le roi ». Nous revendiquions nos droits. Nous passions de très durs moments. Oubliés. Le parti de l'Istiklal apparaîtront plus tard. Celui qui dit qu'il y avait des armes ment. Ça a duré 6 mois en tout. 6 mois à se mobiliser dans les souks. Bien que Mohamed V leur ait demandé de rentrer chez eux, ils refusaient de revenir tant que les exactions continuaient. Lorsqu'il en est, certains ont été tués, d'autres ont été emprisonnés, et quelques-uns ont abandonné femmes et enfants et se sont enfuis. Ils ont jeté le blé, les lentilles, ils ont jeté tout ce qu'ils ont pu. Ils ont tiré dans les bidons d'huile et d'essence pour les habiller. Ils ont versé de l'essence sur le sucre. Ils ont saccagé les magasins et n'ont rien laissé. Ils attisaient le feu et ils mettaient une lame de fer qu'ils faisaient passer par ici et par là. Nous, on mourait de peur en attendant notre tour. Les soldats ont abusé de nous. Ils violaient les petits-enfants. Ils nous violaient. Presque 50 ans de répression et de silence. Ils ont laissé beaucoup de mystères à résoudre. Des trous de mémoire. Des épisodes de notre histoire à reconstruire. Mais surtout la douleur de beaucoup de gens qui ont subi des atrocités dans le silence, sans pouvoir exprimer leur souffrance. Jusqu'à aujourd'hui.
Bon, après cet extrait très court, je voudrais signaler, pour ceux que ça intéresse aussi, il y a une web radio qui s'appelle Joussour, J-O-U-2-S-O-U-R, qui est une web radio associative, parce que les radios associatives, si j'ai bien compris ce que disait Daniel, n'existent pas de droit, hein, et celle-ci donc arrive à contourner les difficultés juridiques en travaillant à partir de l'Internet. Donc cette radio, je vais lire juste un petit paragraphe, permet d'être écoutée dans tous les pays du monde, spécialement dans la région Maghreb-Machrek, avec un public ciblé et un partenariat qui permet de mieux faire passer les informations. Voilà, merci. Je vais abuser une dernière fois encore en vous disant que Rencontre Marx fait une conférence, organise une conférence jeudi à 19h à la salle Guillaume de Nogaret-Pitot, et c'est sur la question des classes sociales. Il y a aussi un truc sur la Palestine. Oui, et il y a aussi un rassemblement. Alors, oui, il y a le film. Qui s'appelle Wajib. Il y a le film Wajib qui passe au diagonal après-demain. Oui, il y a un film qui passe au diagonal. Alors, beaucoup d'associations soutiennent cette projection. Qui s'appelle Wajib. Oui, le film s'appelle Wajib. Et il y aura un débat aussi sur, à propos de ce film sur le boycott culturel. Voilà. Et on est soutenu par le CDT. C'est jeudi 15. Oui, ou alors tu viens. C'est jeudi 15, après-demain, c'est ce que j'ai dit, à 20h au cinéma Diagonal. Donc venez nombreux. C'est un film qui est passé au Cinémed et que moi j'ai vu et qui était très bien. Et il a reçu un petit prix du CCAS. Voilà. Et voilà, bon, ça c'est sur la Palestine. Et un autre rassemblement aussi sur la Palestine pour les prisonniers politiques palestiniens, dont les jeunes ont été emprisonnés là dernièrement, vous avez dû en entendre parler. Le rassemblement est le dimanche, alors c'est pas courant, mais c'est dimanche de 10h à 13h, donc à partir de 10h, sur l'esplanade du Pérou, c'est-à-dire à la sortie du jardin, côté Arc de Triomphe. Voilà. Donc si vous pouvez venir nombreux pour soutenir les prisonniers politiques palestiniens, et en particulier les derniers qui ont été incarcérés, dont Salah Mouri et la jeune, j'arrive même à me rappeler son nom, Ahed Tamimi, voilà, qui a